Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le débat de Ça vous regarde. On parle ce soir de l'ONU qui souffle ses 70 bougies. Créée en juin 1945, cette institution est née sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale. On va bien sûr en parler longtemps. On va parler de cette institution, elle est souvent critiquée, contestée, elle coûte trop cher, une administration trop lourde. On va revenir évidemment sur tout ce qu'a fait l'ONU. Et puis on reviendra évidemment sur l'actualité brûlante parce que ce soir à New York, pour cette nouvelle session, il se passe plein de choses. Discours de Barack Obama, discours de Vladimir Poutine, et on parlera évidemment ce soir du dossier syrien. Vladimir Poutine qui souhaite une très large coalition, plus importante que celle de 1945, pour combattre Daesh. On va bien sûr en parler, et puis on essaiera de savoir tout simplement ce que peut faire l'ONU dans ce dossier syrien, parce que c'est vrai que ces frappes aériennes sont en dehors de toute résolution onusienne. Est-ce que l'ONU peut peut-être trouver une issue diplomatique à cette crise parce que la guerre est proche? On en parle ce soir, lcp.fr, évidemment, qui est notre site internet, leJDD.fr, notre partenaire, et puis #CVR, ça c'est pour les tweetos, et vous êtes, je sais, déjà en train de tweeter au moment où je vous parle. Notre page Facebook, n'hésitez pas à la consulter. Vous pouvez aussi revoir notre émission, et vous pouvez la revoir évidemment en replay. 4 invités sont avec moi pour débattre à la fois d'histoire, de passé, mais aussi de présent. Patrick Le Yarrick, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen communiste, vous êtes le directeur de l'Humanité. D'abord, la une de l'UMA, les Nations Unies face à l'urgence de la crise syrienne. On voit évidemment la une de l'UMA avec l'ONU, et puis ce livre Dracula contre les peuples, ça c'est un autre sujet qui nous tient à cœur, ce sont les négociations qui sont transatlantiques, le TAFTA, peut-être en parlerons-nous sur ce plateau. Arnaud Danjean, bonsoir. Bonsoir. Député européen les Républicains, vous avez beaucoup travaillé sur les dossiers diplomatiques, vous êtes un ancien agent de la DGSE, mais vous avez beaucoup travaillé sur les Balkans. Peut-être qu'en parlant de l'ONU, on parlera d'accord de Dayton, un certain nombre d'événements où on a réussi à arrêter les massacres. Mais c'est pas l'ONU, en effet, c'est Richard Holbrooke. On en parlera dans quelques instants avec vous. À vos côtés, Jean-Marc de la Sablière, bonsoir. Ancien représentant permanent de la France au Conseil de sécurité, chef de la mission permanente auprès des Nations Unies. Ce livre, parce que évidemment il nous concerne ce soir, dans les coulisses du monde, du Rwanda à la guerre en Irak, un grand négociateur révèle les dessous des cartes. Et puis votre dernier livre, justement, le Conseil de sécurité des Nations Unies, Ambition et limite, il est sorti chez Larcier. Pour ceux qui se souviennent de votre visage, vous étiez le 14 février 2003, derrière Dominique de Villepin, au moment où la France a dit non à la guerre en Irak. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pierre Conessa est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, auteur d'un rapport récent, on en avait parlé sur ce plateau d'ailleurs, sur la contre-radicalisation des djihadistes qui revenait justement, il avait été remis à la Fondation d'aide aux victimes du terrorisme, et puis je sais que vous êtes en train de travailler sur un livre dont vous avez le titre, c'est le guide du petit djihadiste, il devrait sortir en janvier prochain. D'abord quelques images avant de revenir sur l'actualité ce soir et les discours des grands de ce monde. D'abord quelques images en noir et blanc avec Elsa Mondingava sur l'histoire longue et tourmentée de l'ONU. C'était il y a 70 ans. Regardez. En 1919, le monde sort de sa première grande guerre. La Société des Nations est créée sous l'impulsion américaine, mais sans que les États-Unis n'y adhèrent. Son but, le désarmement et la prévention des conflits. Pourtant, la SDN ne parvient pas à empêcher la montée du nazisme et l'effroi d'une seconde guerre mondiale. L'Organisation des Nations Unies remplace alors la Société des Nations. 50 États signent à San Francisco la charte le 26 juin 1945. 50 États qui partagent un même objectif de paix. Mais cette fois, l'ONU apprend des erreurs de son prédécesseur et se dote d'instances de décision, le Conseil de sécurité avec ses 5 membres permanents. Pendant les années 50, c'est la guerre froide. L'ONU est paralysée car les États-Unis et l'URSS bloquent toute décision. Les deux ennemis sont membres du Conseil de sécurité. Ils bénéficient d'un droit de veto qu'ils vont utiliser 242 fois. Dans le même temps, les États que l'on appelle du tiers-monde voient en l'ONU une tribune en faveur de leur indépendance. Tout nouvel État souverain est accueilli au sein de l'Assemblée générale. Mais l'ONU est aussi rattrapée par son incapacité à maintenir la paix dans le monde, incapable de prévenir le génocide au Rwanda ou le massacre de Srebrenica. Des échecs qui masquent une autre réalité pour l'organisation internationale. Ses programmes alimentaires, son organisation mondiale de la santé ou encore sa Cour internationale de justice. Autant d'organismes qui prouvent que si l'ONU est imparfaite, son utilité est indiscutable dans de nombreux domaines.
D'abord, juste un petit mot avant de donner la parole à nos experts, mais Jean-Marc de la Sablière, juste un petit mot parce que l'ONU, voilà, vous l'avez chevillé au corps. On se pose souvent cette question, l'ONU est critiquée, l'ONU est dépassée, ce n'est plus le bon format. Si l'ONU n'avait pas existé, vous vous êtes posé la question, Bien sûr. s'il n'y avait pas eu d'ONU, à quoi ressemblerait le monde ce soir? Non, je me suis posé la question dans mon livre, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas aujourd'hui l'ONU, s'il n'y avait pas aujourd'hui le Conseil de sécurité? Moi, je pense que la situation serait beaucoup plus chaotique. C'est ma conclusion. Je pense que les pays les plus pauvres en souffriraient. Et je pense qu'il y a des domaines comme la non-prolifération et le domaine du terrorisme où les choses se passeraient plus difficilement. Et je pense que l'ONU a encore, le Conseil de sécurité a encore la capacité de légitimer des choses. Et le fait de ne pas avoir une telle instance pour légitimer la force des accords serait quelque chose qui, cette absence, disons, serait un problème. Vous en pensez quoi, Patrick Leyaric, Arnaud Danjean? L'ONU, ces images en noir et blanc, c'est vrai que c'était sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, il fallait faire la paix, c'était plus jamais ça. Et on va parler ce soir de l'actualité, évidemment, puisqu'on parle de créer une coalition. Enfin, tout ça reste hypothétique, mais une coalition pour combattre Daesh. On est un peu à front renversé ce soir. C'est quand même le lieu où se rencontrent les nations. C'est même un des seuls lieux où se rencontrent ensemble les nations. C'est le lieu aussi où on édicte le droit international. Alors, il n'est pas toujours appliqué, malheureusement. Il faudrait avoir des outils, vraisemblablement, pour appliquer un certain nombre de résolutions. Et puis... ce sont les objectifs du millénaire. Même si tous les objectifs n'ont pas été réalisés en leur entier, il y a eu un certain nombre de progrès. Et là, il vient d'être décidé à nouveau un certain nombre d'objectifs pour les décennies qui viennent, et c'est intéressant. Arnaud Danjean, cet outil, 193 nations, avec ce Conseil de sécurité, il est utile plus que jamais, ou il faut réinventer un autre ONU, une autre forme de gouvernance? Vous pouvez toujours réformer. D'ailleurs, il y a des projets de réforme qui sont dans les cartons et qui sont sortis régulièrement. Moi, je retiens ce que disait Jean-Marc Lasablière. C'est très important d'avoir un organe multilatéral qui donne une légitimité à l'action internationale. Même si cette action est parfois tardive, même si elle est parfois insuffisante, et même si elle subit des échecs, et on en a vu quelques exemples, il faut une instance qui donne une légitimité. Quand vous passez de la légitimité internationale, vous voyez les catastrophes qui arrivent. L'Irak en est le meilleur exemple. C'est important aussi de rappeler qu'aujourd'hui, l'ONU sur le terrain, c'est près de 100 000 hommes déployés dans des missions de casque bleu. Parce qu'on a le dossier emblématique de la Syrie aujourd'hui qui on va voir la les carte esprits, d'ailleurs. mais vous avez au Congo, vous avez en Centrafrique, vous avez au Mali, c'est-à-dire tous ces points chauds qu'on a tendance à traiter, nous, dans l'urgence, et puis ensuite on refile le bébé à qui ? À l'ONU, parce qu'il faut accompagner des processus de transition qui sont lourds, qui sont risqués, qui coûtent de l'argent. Et là, on est bien content de trouver cette instance qu'est l'ONU. Donc, un bilan, évidemment, en demi-teinte, mitigé, des réformes sans doute à conduire, mais quand même un organisme multilatéral indispensable. Alors, Pierre de Conessa, avant de voir cette carte, parce qu'elle est très instructive, on voit que c'est l'Afrique aujourd'hui, notamment l'Afrique qui concentre une grande partie des casques bleus. Comment vous regardez, vous, cette institution, l'ONU? C'est vrai que les critiques pleuvent quand même, hein. Ça coûte cher, beaucoup d'États se plaignent, c'est une administration pléthorique, lente, mais l'ONU est utile? Oui, je crois que le bilan qui en a été fait est assez juste. Cela dit, l'ONU est surtout le lieu de rencontre des puissances. C'est-à-dire, n'oubliez pas que le principe, c'est le droit de veto. Ces grandes puissances ont fait 50 conflits dans lesquels elles ont interdit à l'ONU de s'occuper. Donc c'est quand même pas mal comme bilan. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, c'est théoriquement l'instance génitrice du droit international. Enfin, rappelez-vous qu'en 1948, quand on signe la Convention internationale des droits de l'homme, les deux signataires sont les deux plus grandes puissances coloniales de la planète, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la France. Donc, en matière de droit international, il y a une manière de dire et de faire qui peuvent être assez différentes. Si effectivement l'ONU appliquait complètement son droit international, on ferait passer George Bush devant la Cour pénale internationale. Donc, si vous voulez, c'est un rapport de puissance. Et l'Arabie Saoudite qui prend les rênes de la Commission des droits de l'homme, c'est ça, hein, Oui, absolument. Oui, mais on vit une époque formidable, comme disait Reiser. Vous vouliez intervenir Oui, je veux rester dans le domaine de la paix et de la sécurité, parce que je suis toujours frappé de constater qu'il y a quelque chose qui est mal compris. C'est que l'ONU n'a pas l'obligation, le Conseil de sécurité n'a pas l'obligation, en vertu de la charge, d'intervenir. Ce n'est pas un gendarme, il n'a pas été conçu pour ça. Et Roosevelt a pensé à un moment donné, avant les discussions avec les Russes, en faire un gendarme. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé dans les discussions entre les trois grands pendant la guerre. Donc il n'a pas l'obligation d'intervenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'intervention de l'ONU a souvent eu des échecs, hein, c'est vrai, mais il y a aussi souvent eu des succès, et on peut citer beaucoup d'opérations qui ont été utiles. Ce
qui est essentiel de bien comprendre, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que les grandes puissances soient d'accord. Lorsque les grandes puissances sont d'accord, et c'est ce qui est dit dans la charte, c'est-à-dire que l'affaire du droit de veto, pour que quand les grandes puissances sont d'accord, on a par exemple 1990 la réaction à l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Lorsque les grandes puissances ne sont pas d'accord, on a aujourd'hui ce qui se passe en Syrie. En Syrie. Pendant qu'on échange ensemble, regardez cette image. Juste, je veux la commenter avec vous. Alors ça, c'est la carte. Elle arrive cette fameuse carte, mais voilà, on la voit brièvement. On voit évidemment que un des grands foyers, le Moyen-Orient, mais aussi l'Afrique, où sont engagés ces 100 000 hommes. Et effectivement, on reviendra sur la MINUSMA au Mali, mais aussi sur Bangui, parce qu'au moment où on voit cette carte, il y a une dépêche qui nous parvient pour dire qu'il y a eu 3 morts parce que les casques bleus auraient tiré ce soir sur la foule. Donc c'est toujours extrêmement compliqué le travail et l'action menée. Regardez cette image parce qu'elle est historique, elle fera partie des images d'histoire. C'est Dominique de Villepin le 14 février 2003 lorsque la France dit non à la guerre en Irak. Regardez parce que vous étiez évidemment aux premières loges, Jean-Marc de la Sablière. Regardez. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, ces images d'applaudissements furtifs. Patrick Le Yarrick, je donnais la parole à Jean-Marc de la Sablière, évidemment, mais seules les lunettes ont changé. On vous reconnaît, évidemment, sur ces images. Mais seules les lunettes. Mais qu'est-ce que vous gardez de cette image, vous, Patrick Le Yarrick, député communiste? Est-ce que ça agrandit la France? Oui, c'est la voix la plus belle voix de la France, celle qu'on a connue traditionnellement, c'est-à-dire une France autonome, une France qui porte la voix de la paix et du désarmement. Et en l'occurrence, nous étions ensemble contre le fait de ne pas déclencher cette guerre en Irak sur la base d'informations qui sont révélées totalement fausses d'ailleurs. Quand vous revoyez ces images, vous les avez vues plusieurs fois, qu'est-ce qui se passe là en coulisses, vous qui avez décrit les coulisses de ces grands moments? Je suis très très heureux ce jour-là, vous pouvez l'imaginer. Mais qu'est-ce qui se passe ce jour-là à l'ONU? Donc il y a bien sûr ces images qui sont très fortes, mais pourquoi est-ce que ce discours a été un discours important dans la discussion qu'il y avait à l'époque à l'ONU, qui est une discussion qui a duré 2 mois à peu près? Alors, les Américains nous disent en janvier qu'ils vont partir en guerre. Donc ce qu'ils vont chercher, c'est à légitimer cette... Et nous, ce que nous allons essayer d'éviter, c'est de légitimer quelque chose qui ne l'est pas. Et ce jour-là, il y a 2 choses importantes ce jour-là qui se passent. La première, c'est que Hans Blix et Al-Baradei, ça veut dire les inspecteurs, disent d'entrée Saddam Hussein est en train de coopérer et de coopérer sur la substance. C'est-à-dire que le discours français, qui consiste à dire on peut régler ce problème des armes de destruction massive, ça veut dire s'assurer que Saddam Hussein n'en a plus, on peut le régler de manière pacifique et c'est crédibilisé par le discours des inspecteurs. C'est la première chose importante. Qui vient contrecarrer la stratégie américaine. Et donc les Américains ne vont pas présenter de projet ce jour-là. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a les applaudissements. Les applaudissements, ils viennent d'où? Les applaudissements, ils viennent des ambassadeurs. Et à la sortie, l'ambassadeur d'Égypte, qui est devenu ensuite ministre des Affaires étrangères, qui est un ami, me dit... Jean-Marc, aujourd'hui, nous avons été avec la France, nous soutenons la France et nous l'avons fait savoir. Ça veut dire que nous l'avons fait savoir aux Américains. Ça veut dire que nous étions, nous, Français, soutenus par la grande majorité de la communauté internationale. Pierre Conessa, vous, cette image, vous en gardez quoi? Elle nous dit quoi ce soir? Ce discours est prémonitoire. Enfin, je veux dire, c'est un grand moment historique. C'est un discours qu'on étudiera plus tard dans la Sciences Po. Mais ce qui m'effraie un petit peu, c'est qu'en même temps que Dominique de Villepin prenait cette position qui est effectivement tout à l'honneur de la France, il y avait un ministre de la République et un représentant d'un grand parti politique qui allait à l'ambassade des États-Unis pour dire si on avait été au pouvoir, nous on y serait allés.
Donc, si vous voulez, ce basculement dont Dominique de Villepin marque la dernière époque est dramatique, puisque depuis cette époque-là, on s'est totalement aligné, en dépit de tous les discours sur l'indépendance de décision. Donc, c'est un moment historique très fort. Arnaud Danjean, c'est un moment historique parce que c'est derrière nous, c'est du passé. La France a changé de stratégie à partir de ce discours de Dominique de Villepin. Comment vous le regardez, vous, ce discours ? Je vous sens dubitatif. Non, parce que cette grandiloquence m'a toujours laissé un peu froid, je dois vous avouer. Le fond est évidemment irréprochable et justifié a fortiori, a posteriori. Mais cette grandiloquence, si vous voulez, pour moi, les Nations Unies et le Conseil de sécurité, je conçois bien l'émotion qui a pu saisir tout le monde et puis les messages politiques qui sont passés, mais c'est pas le lieu où on va se faire applaudir. C'est pas ça qui est important. Si ça joue un rôle, tant mieux. Mais enfin, voilà. Donc bon, écoutez, c'était un moment important pour la France. C'était un moment important pour la diplomatie française. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de moments glorieux pour la diplomatie française à se mettre sous la dent en ce moment. Donc on peut toujours se faire plaisir en se remémorant ça. Mais c'était quand même il y a 12 ans. Donc voilà, mais on a peut-être eu raison à l'époque sur l'Irak, mais c'était il y a 12 ans. Donc maintenant, il faut pas vivre non plus dans cette nostalgie. La réalité, c'est qu'il a eu raison. Oui, mais je ne dis pas qu'il n'a pas eu raison. Je vous dis sur le fond, tout ce qui est arrivé. Sur le fond, c'est irréprochable. Sur la forme, moi, j'ai mes réserves. C'est le style Villepin que vous n'aimez pas, peut-être, si je peux me permettre. Oui, mais vous me demandez mon avis, je vous le donne. C'est le style. Je dis maintenant, il faut passer à autre chose, parce que je vois beaucoup de responsables politiques aujourd'hui qui nous disent « Ah, mais on vous l'avait bien dit il y a 12 ans ». Bon, d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur l'Irak, sur la Syrie ? Et là, de ce point de vue-là, je nous trouve un peu plus sec, si vous voulez, en termes d'idées, en termes d'initiatives. Nous trouve la France dans sa diplomatie, dans sa stratégie diplomatique. Jean-Marc de la Sablière, un petit mot, plusieurs même, et un petit peu d'Afrique. N'oublions qu'on en parle avant de N'oublions pas une chose. Celui qui, moi je l'ai vécu, et dans la place où j'étais, donc comme représentant, et je peux dire que celui qui a été le phare, celui qui a pris les décisions, c'est Jacques Chirac. Dominique de Villepin a été la voix de la France. Une voix remarquable. Il a été un grand ministre des Affaires étrangères à cette occasion. Mais celui qui a pris les décisions, celui qui était le phare, celui qui tenait le cap, celui qui discutait avec Poutine constamment, parce qu'on en reviendra là-dessus, qui discutait avec les Russes, qui discutait avec les Chinois, avec Schröder, celui qui tenait les rênes, c'était Jacques Chirac. C'est lui aussi qui a mené une vraie stratégie diplomatique. On a ce petit tweet et on a des sentinelles, dont Paul Cyriac qui nous parlera de la Centrafrique et de Bangui. Le droit de veto est antidémocratique et inefficace. Il faut le supprimer ou le réformer, puisque États-Unis et Russie bloquent systématiquement. C'est ce que vous évoquiez. C'est pas un problème de démocratie, l'ONU. Je veux dire, l'ONU, c'est une instance multilatérale. Ça ne va pas qu'il y ait de malentendu. C'est pas un problème de démocratie ou pas démocratie. Ça, je veux dire, c'est hors sujet de vouloir. Il n'y a pas de démocratie, c'est ça. Mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est ça. Le problème, c'est de savoir si c'est pertinent, pas pertinent, efficace, pas efficace. Patrick Le Yarrick, vous doutez, parce que c'est qu'on met le mot démocratique à l'ONU, mais c'est pas le débat. C'est un rapport finalement de force et de négociation entre États. Vous savez ce qui se passe en 1945 à San Francisco. C'est le ministre des Affaires étrangères australien qui mène la charge, Herbert Everett. Et il mène la charge pour encadrer le droit de veto. Et dans la délégation américaine, il y a un sénateur qui s'appelle Connally et qui lui dit « Vous pouvez rentrer en Australie et dire que vous avez vaincu le veto, mais vous rentrerez sans charte. » C'était le deal, hein. C'était vous la rentrerez charte, sans charte. Mais le droit de veto. Et aujourd'hui, ceux qui pensent que l'on peut supprimer le droit de veto rêvent, parce qu'il n'y aurait pas de Nations Unies sans droit de veto. La question fondamentale, c'est de faire en sorte, c'est d'obtenir que les grands travaillent ensemble. Qu'ils travaillent ensemble, qu'ils dialoguent, ils travaillent ensemble. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qui manque suffisamment, c'est le dialogue entre les grands. Avant d'entendre nos sentinelles, Pierre Colessa, on est sur le droit de veto, on est sur le Conseil de sécurité. La France, excusez-moi, je vais être un peu abrupt, parce qu'après tout, on est dans une chaîne de télévision française, mais elle a encore sa place. C'est vrai qu'elle a dégringolé sur le plan économique. On voit qu'aujourd'hui, le poids du PIB, le poids de la population que représente le membre du Conseil de sécurité, c'est plus réellement la réalité de la planète. C'est vrai qu'il y a des briques, il y a des pays émergents. Oui ou non, la France, elle a sa place ? Ce qui est vrai, c'est que le Conseil de sécurité n'est plus représentatif de la planète telle qu'elle est devenue, ni même des puissances des uns des autres. Ceci dit, il ne faut pas céder sur le fait que la France soit au Conseil de sécurité. Il ne faut pas du tout céder. Elle y a sa place. Il faut qu'elle y soit. Par contre, il faut
élargir le Conseil de Exactement. sécurité et puis donner peut-être plus de place et une fonction plus grande à l'Assemblée générale parfois. Parce que certains Oui. pays commencent à s'en plaindre. Vous êtes donc d'accord avec Grande Patrick convergence. Grande convergence Ouais, et Patrick sur les Fayard. Bah voilà, Pierre connaît Il ça. ne faut pas oublier qu'après le discours de Dominique de Villepin, le président Chirac a menacé d'utiliser le veto contre les États-Unis, ce qui était quand même absolument. un argument C'est- d'une force juridique terrible. Massu. C'est pas souvent que la Ça, France c'est a utilisé le absolument. veto. Cela dit, Pierre effectivement, connaît je ça. crois que c'est facile de dresser le bilan critique de l'ONU. D'abord parce que c'est une instance molle, l'ONU c'est une instance multilatérale, donc ça se prête à toutes les critiques. Mais si vous voulez, les États sont fondamentalement responsables du fonctionnement de l'ONU. Il y a eu deux époques. Avant 91, effectivement, chacun s'opposait opposait son veto aux autres. La France n'est pas en retard sur les autres. Toutes les guerres de décolonisation sont faites avec le veto de la France. Après 91, se crée effectivement une nouvelle époque, avec des K1KA, avec des accords, avec des désaccords, etc. Et c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui à l'ONU, ça prouve qu'on n'est plus sur le terrain du droit de veto. On est sur le terrain de la conciliation et éventuellement d'un terrain d'entente. On n'a pas Poutine qui va dire je mets mon veto. Ça, c'est un changement de culture important. Et on va y venir très rapidement avec la Syrie, parce qu'il se passe évidemment des choses ce soir à l'occasion de cette nouvelle session. Paul Cyriac, je précise que vous êtes ancien sportif professionnel et vous êtes centrafricain. Et j'évoquais tout à l'heure, sans savoir que vous serez en direct devant la webcam, qui avait eu ce soir, alors ça a été démenti par les casques bleus entre-temps, mais en tout cas, il y a eu 3 morts ce soir à Bangui parce que des manifestants manifestaient et on leur a tiré dessus. Il y en a eu ce week-end. Et plus de morts encore ce week-end. Dans quel état d'esprit vous êtes quand on parle de l'ONU, quand on parle des casques bleus, et en particulier de ceux qui sont dans votre pays ou le pays dont vous êtes originaire? Je suis dans un état d'esprit déprimant en ce moment. Et c'est tout le peuple centrafricain qui souffre depuis un certain temps et ça ne finit pas. On a été pris à partie par des gens qui ne sont pas sérieux. On a été dirigé depuis toujours par des gens qui n'ont pas vraiment toute leur tête, qui ont toujours été à la solde des grandes puissances. Aujourd'hui, c'est les Nations Unies sur lesquelles on pouvait compter, qui ordonnent à ces éléments de tirer sur la population centrafricaine. Là, ils sont sur le terrain pour protéger la population ou pour tirer sur des gens qui ne sont même pas armés. Les Centrafricains ont dit non à Mme Catherine Samba-Panza parce qu'elle était au pouvoir depuis un certain temps. Rien ne s'est fait. Les gens dorment toujours à côté de l'aéroport. Les gens dorment sur des sites. Aujourd'hui, le peuple s'est levé pour aller vers le palais, pour aller sur les institutions, pour dire non, qu'on arrête toutes ces mascarades. Les éléments des Nations Unies qui sont devant le palais de la République à tirer sur des gens. On vous a dit 3 morts, il n'y avait pas 3 morts. On a eu plus de 10 morts sur place et plusieurs ce soir blessés. encore. Merci. Il y a eu plusieurs blessés. Les gens sont dans la rue, les gens dorment dans la rue parce que les gens en ont marre. On ne veut plus de Mme Catherine Samba-Panza. Les Nations Unies utilisent ces gens pour nous faire du mal. On en a assez, il faut que ça cesse. Merci. Restez avec nous. C'est la voix du peuple qui parle. Mais on a entendu, et vous avez eu la parole librement. Arnaud Danjean, c'est vrai qu'on reparlera du Mali parce qu'il y a aussi beaucoup de critiques sur la MINUSMAR, mais c'est vrai que là ça se passe très très mal. C'est leur rôle, le casque bleu, de tirer sur la foule ou pas? On peut pas. Non, mais C'est évidemment pas comprendre. le rôle, mais il faut comprendre pourquoi on en arrive là. Pourquoi on en arrive là? Parce qu'il y a une situation politique chaotique et on est dans un gouvernement de transition. La présidente dont parle votre auditeur, c'est une présidente de transition. Elle partira quand on aura réussi à organiser de nouvelles élections. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à organiser de nouvelles élections. La mission de l'ONU qui est déployée en Centrafrique, et qui est une mission compliquée, parce qu'elle est faite avec des régiments très disparates. Elle a à la fois une mission politique, civile, j'allais dire comme pratiquement toutes les missions de l'ONU qui se déploient, une mission civile, l'organisation de la transition. Elle a une mission militaire qui est le maintien de l'ordre dans une ville qui est aujourd'hui très clivée, qui est aujourd'hui très partagée et qui est aujourd'hui un peu chaotique, qui est Bangui. Vous avez des communautés qui ne partagent pas toute la vie qui vient d'être donnée par ces téléspectateurs. Donc c'est une situation extraordinairement compliquée. Ça renvoie à une des problématiques de l'ONU qui pose problème, c'est la composition de ces forces d'interposition. Et on sait très bien que sur les théâtres difficiles, c'est compliqué à composer. Bien souvent, les grands pays qui ont les troupes les mieux formées ne veulent pas y aller. Et ils refilent le bébé un petit peu lâchement. À des petits pays, qui trouvent un avantage financièrement parce que leurs troupes sont payées, sont équipées. Ça permet de mettre un peu de beurre dans les épinards, il faut bien dire ce qui est. Et malheureusement, la qualité des personnels est inégale et on arrive à ce genre de situation. Patrick Le Yarrick, Bangui, c'est vrai que des morts ce week-end, des morts ce soir.
je voulais qu'on parle du Mali, parce que j'ai lu pas mal d'articles qui m'arrivaient de Bamako, alors du sud du pays, et dont la population dit à peu près la même chose, que les casques bleus sont là pour déjà préparer la partition du Mali. Ils accusent même, ce sont un article des Échos, donc c'est un journal de Bamako, où on les accuse même de trafiquer avec les narcotrafiquants. Comment vous regardez cette situation des casques bleus, vous qui prônez la paix? Mais en général, quand même, je ne nie pas qu'il y ait de ci, de là des bavures, des problèmes, des difficultés, mais en général, dès lors qu'on déploie des casques bleus, on obtient quand même des résultats positifs. Moi, je serais plus pour qu'on en déploie un peu plus souvent sur des théâtres de conflits, de fractures telles qu'il y a aujourd'hui. Et il y aurait aujourd'hui des casques bleus pour faire respecter le droit international en Palestine. Nous ne serions vraisemblablement pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui. On a ce petit tweet qui reste dans le sujet, mais l'ONU n'a évité aucune guerre, c'est la dissuasion nucléaire, dont la nécessité d'écouter les voix de ceux qui l'ont, qui a évité ça. Vous êtes d'accord ou pas? Non. L'ONU a son rôle, c'est pas le fait d'avoir la bombe qui fait qu'on se dissuade mutuellement. Pour certains conflits, mais c'est pas pour tous les conflits. Pas du tout valable pour les conflits africains dont on parle, a fortiori. Un petit mot sur l'Afrique, et j'aimerais qu'on entende Alexandre et qu'on parle de la Syrie, parce que ce soir, il y a une autre actualité importante, c'est la Syrie, et qui traite de l'ONU. Sur l'Afrique, les critiques que vous entendez de ci, de là, que j'ai citées, sont des journaux, des populations qui se disent un peu agacées finalement par la présence des casques bleus, qui jouent contre la réalité politique du pays, notamment le Mali. Ça dépend souvent quelle communauté. C'est mais soldats des pays voisins. Leur mission, prenons le cas de la Centrafrique, je dirais que leur mission est, ce qui vient d'être dit, extrêmement difficile. Il y a une dimension d'ailleurs qui est inquiétante en Centrafrique, qui n'existait pas autrefois, qui était la dimension religieuse, je veux dire. C'est quelque chose. Premièrement. La deuxième chose, c'est que les casques bleus ne sont pas tous auteurs de crimes, de viols, etc. Et il y en a quelques... mais ça arrive. Et c'est intolérable et inacceptable. Il doit y avoir dans ce domaine, et c'est la politique en tous les cas, qui est celle des Nations Unies, fermeté, tolérance sanction. Zéro. Parce que ce sont les soldats de la paix. Et donc... je ne dirais pas des égarements, parce que c'est plus que des égarements de quelques-uns, rejaillit sur l'ensemble des Nations Unies. Donc c'est très grave. Et donc il faut une politique, qui existe d'ailleurs, qu'il faut appliquer avec beaucoup de fermeté, de tolérance zéro. Alors maintenant, dans un pays comme la Centrafrique, qui s'effondrait, n'est-ce pas, avec toutes les conséquences qu'on aurait pu avoir, des massacres, de chaos, c'est l'honneur de la France, d'abord, et de pays africains, régionaux d'ailleurs, d'avoir... de s'être déployé là-bas pour essayer de calmer le jeu. Nous avons été, cela a été dit, remplacés par les Nations Unies, parce qu'il faut bien voir, ce sont des dizaines de milliers d'hommes, c'est quand même extrêmement coûteux, un pays ne peut pas faire ça tout seul, donc il faut que la communauté internationale prenne en charge. Mais il y a à la fois le calme, c'est très compliqué parce qu'il y a à la fois le calme à assurer par les casques bleus, et en même temps il faut préparer une sortie politique, c'est-à-dire, comme cela a été dit, des élections. Je veux dire, c'est vers ça qu'on est, des élections. Et puis ensuite, et c'est là que souvent le bas blesse, il faut reconstruire des États, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent, et il faut de l'argent bien dépensé. Je veux dire qu'il faut reconstruire des États pour qu'ils soient viables. Parce qu'en Centrafrique, il y a déjà eu des opérations qui ont été des succès, qui ont marché. Et puis ensuite, le pays s'effondre à nouveau parce qu'il n'y a pas les moyens. Donc la Centrafrique, trouver un développement de la Centrafrique, ce n'est pas évident. On a ce petit tweet comme ça, le meilleur argument, et on va basculer vers la Syrie, le meilleur argument pour l'ONU, c'est que ça serait encore pire si ça n'existait pas, nous disent tweetos, voilà, pour rester dans l'esprit. Les casques bleus n'étaient pas sur place, la RCA, je leur fais confiance pour bien reprendre le match. Alors, ils l'ont laissé quand même. Je vous le disais, il se passe des choses importantes ce soir à l'ONU, parce que Vladimir Poutine s'est exprimé, Barack Obama aussi, le président Hollande est en train de s'exprimer au moment où je vous parle, heure française, parce qu'il y a évidemment un décalage horaire, avec évidemment un enjeu. Quelle stratégie pour la Syrie? Que faut-il faire concrètement pour lutter contre Daesh? Les avis divergent, pas forcément d'ailleurs. Écoutez ce qu'a dit Barack Obama, puis on débattra ensuite de ce qu'a pu évoquer Vladimir Poutine. D'abord, on écoute le président américain. Tandis qu'une puissance militaire est nécessaire, cela n'est pas suffisant pour résoudre le conflit syrien. Une stabilité durable ne peut prendre racine sans un accord de paix pour vivre ensemble, forgé par les Syriens. Les États-Unis sont prêts à travailler avec tous les pays, y compris la Russie et l'Iran, pour résoudre le conflit.
Alors, on le vit en direct, hein, on n'a pas le temps de décrypter, il l'a dit il y a quelques minutes, Patrick Le Yarrick, Arnaud Danjean. Précédemment, avant ce petit texte, on ne peut pas prendre l'ensemble du discours, il expliquait qu'évidemment Bachar el-Assad était l'ennemi des Américains, qu'il avait tué son peuple et qu'il fallait s'en séparer. Mais juste après, on entend un président américain qui nous dit « mais moi je suis prêt à une coalition ». Comment vous le décryptez ? Mais deux choses. Premièrement, j'ai écouté et Poutine et Obama, et puis on verra Hollande, mais chacun est dans son rôle. Là, on est dans un gigantesque jeu de rôle. La tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est pas là où ça va se passer. Là, chacun réaffirme ses positions. Obama redit qu'il est opposé au maintien de Bachar. Poutine réaffirme son soutien à Bachar, alors qu'on sait très bien que les deux, Russie et États-Unis, sont en train, en coulisses, de faire un certain chemin l'un vers l'autre. Donc là, chacun réaffirme aux yeux de son opinion publique et de l'opinion publique son rôle traditionnel, alors que le grand bargaining va commencer en coulisses. Deuxième point, dans l'extrait qu'on vient de voir, il y a une seule chose nouvelle et particulièrement intéressante, c'est l'Iran. Que Obama tend la main à l'Iran. Parce que la Russie, contrairement à ce que beaucoup de commentateurs disent ici, mais la Russie, elle a toujours été dans le jeu sur la Syrie, puisque l'ONU, et M. de Mistura, qui est l'envoyé spécial de l'ONU, qui peine, plusieurs années, oui. Qui peine, c'est normal, quand il n'y a pas d'accord des grandes puissances, on peine. Mais de Mistura, qui fait des médiations tous les jours sur la Syrie, il ne s'est jamais passé de la Russie. Donc la Russie a toujours été dans le jeu diplomatique. Mais aujourd'hui, le seul qui n'était pas dans le jeu diplomatique, Genève 1, Genève 2, c'est l'Iran. Et aujourd'hui, explicitement, Barack Obama vient de tendre la main à l'Iran sur le dossier syrien. C'est ça la seule vraie nouveauté dans le discours. C'est pas les Russes, c'est les Iraniens qui évidemment rentrent dans le jeu et qui sont au combat d'ailleurs, hein, qui sont en Irak, qui combattent et qui sont au sol. Patrick Le Yarrick, juste un mot essentiel pour boucler notre débat historique. C'est vrai que l'ONU, c'est un lieu de paix, et j'ai le sentiment ce soir qu'on n'a jamais été aussi près d'une guerre. On est dedans. Une guerre qui n'a pas encore dit son nom, mais on parle d'une coalition plus importante que celle de 1945. C'est ce qu'évoque Vladimir Poutine. C'est assez paradoxal quand même. Dans un lieu de paix Mais de toute façon, on est dans une guerre depuis de nombreuses années, dès lors qu'il y a eu cette intervention en Irak, puis il y a eu l'intervention en Libye, puis ce qui se passe, une guerre civile à l'intérieur de la Syrie, et puis maintenant, le combat premier pour faire reculer Daesh et détruire Daesh. Ça, c'est une question fondamentale. Tant qu'on ne résoudra pas ça, on ne résoudra pas une multitude d'autres effets pervers, mais de grande ampleur. L'élu politique, vous êtes favorable lorsque des puissances comme les États-Unis, comme la Russie, évoquent une coalition? Est-ce que vous dites c'est la solution pour battre Daesh? Que ça se passe à cette réunion de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est plutôt réconfortant si on met tout ça sous l'égide des Nations unies. S'il y a une coalition avec des objectifs précis, c'est-à-dire exterminer Daesh, créer les conditions, parce qu'il faudra envisager ça par la suite, mais on ne peut pas le faire sans la Russie, créer les conditions d'une transition politique en Syrie, et viendront vraisemblablement des sujets supplémentaires par la suite, parce que je ne crois pas qu'on pourra reconstruire ces pays, dont l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, d'autres, la Syrie maintenant, d'un coup de baguette magique. Donc il faut imaginer un processus de coopération par la suite, pour du développement, du co-développement. On est au début du débat parce que les grands chefs d'État sont exprimés. Demain, l'analyse aura lieu et on va vous entendre. Mais vous, Pierre Conessa, vous disiez bien avant la petite phrase de Barack Obama, on ne gagnera pas la guerre, on ne gagnera pas contre le terrorisme en faisant la guerre. Je crois qu'il y a une erreur stratégique, c'est qu'on raisonne, puisqu'on est à l'ONU, dans le cadre d'États souverains. Bon, or, la Syrie n'existe plus et l'Irak n'existe plus dans ses frontières actuelles. Va-t-on dans une table des négociations à ce que c'est Daesh ? Non, personne n'y pense. Et pourtant, c'est bien le facteur premier, si vous voulez, de cette crise. Bon. Donc on est dans une guerre dont la caractéristique forte, il y en a 4, 4 guerres en une, si vous voulez. Là, on a quand même fait très fort. Mais la guerre principale, c'est la guerre sunnite-chiite. Et cette guerre sunnite-chiite passe au milieu de ces deux États. Et donc on va essayer de refaire une conférence sur la Syrie sans toucher à l'Irak, on va faire une conférence sur l'Irak sans toucher à la Syrie. On est dans un système onusien. On parle d'État-État. Mais ce n'est pas français, on n'en parle pas. À droite, notamment, je pense à Bruno Le Maire, on pourra avoir un débat qui dit qu'il faut une intervention au sol. C'est autre chose. Non, mais c'est important. Non, mais sans évoquer pour les Français et leur pédagogie, ce débat essentiel qui est la bataille et cette guerre sunnite. Non, mais c'est là où moi je rejoins ce que dit Pierre. C'est réducteur ou pas? Je rejoins tout à fait ce que dit Pierre Conessa. Attention, parce que, et c'est là où, à mon avis, c'est les limites de la position russe, c'est que tout le monde parle de coalition militaire internationale contre Daesh, mais pardonnez-moi, la formule que je vais employer est excessive, mais ça ne résout rien sur le fond. Parce que d'abord, on n'éradiquera pas Daesh, comme on dit. Regardez, les talibans, 150 000 hommes 15 ans après, on ne les a pas éradiqués. Ils viennent de prendre une partie de Kunduz aujourd'hui. Al-Qaïda,
on ne les a toujours pas éradiqués. Donc l'éradication de Daesh, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est un mythe, la façon dont on l'exprime en France dans le débat public. Le mythe d'envoyer des hommes et de combattre. On en termine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les combattre. Mais ce que je veux dire, c'est que une coalition militaire, quelle qu'elle soit, aussi large soit-elle, selon ce que Poutine dit tout, ne viendra pas à bout de la crise que nous connaissons si on n'a pas un processus politique extrêmement profond qui concerne et l'Irak et la Syrie. Jean-Marc Le Sablière, le processus politique, pour ceux qui nous regardent, pour être le plus pédagogique possible, c'est renverser ou remplacer Bachar el-Assad, trouver une issue politique au remplacement de Bachar, qui a fait dans une dépêche Reuters la semaine dernière, il a dit « je ne quitterai le pays que par les urnes ». Donc il est loin ce soir d'avoir envie de partir et de se réfugier à Oman, par exemple. Oui. Alors, c'est très compliqué comme on l'a vu, et donc il faut être assez simple Alors, voilà. essayer de simplifier. C'est un diplomate qui parle. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça veut dire qu'il y a à la fois une dimension militaire pour essayer d'arrêter Daesh, et puis de toute façon pour essayer de le casser. On ne l'éradiquera pas comme ça, mais il y a une dimension militaire, et la dimension politique est essentielle. Elle est à la fois en Syrie et en Irak. Alors, quand on rentre dans le jeu politique, la question qui se pose, elle n'est pas simplement immédiate, elle est également sur le long terme. Quelle peut être la sortie qui permette de stabiliser ces États, si ça reste encore ces États? Il faut qu'il y ait d'un côté comme de l'autre une solution qui soit inclusive. Parce que si elle n'est pas inclusive, les choses repartiront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question de Bachar, moi je pense, si vous voulez, qu'on s'oriente actuellement vers... J'espère en tous les cas à travers ce dialogue qui existe, qui se renoue. Qui se renoue, je pense qu'on s'oriente vers, je ne sais pas si un accord, mais en tous les cas vers des réunions qui puissent, avec l'Iran, avec tout le monde autour de la table. Avec la France, on a l'impression que la France est un peu hors jeu. J'espère qu'elle ne le sera pas. Non, mais je veux dire, présage de rien, mais je veux dire avec tout le monde. Avec tout le monde. Ça veut dire, avec, en tous les cas, les pays principalement intéressés. Alors, quand on regarde l'affaire de Bachar, qu'est-ce qui se passe actuellement? On voit les Occidentaux progressivement évoluer vers la constatation que l'ennemi principal est Daesh. C'est ça. Que l'ennemi principal est Daesh. On les voit évoluer vers ça. On ne voit pas encore les Russes évoluer vers l'idée que Bachar ne peut pas être partie de la solution à long terme. Parce qu'il y a 70% de sunnites en Syrie, il s'est passé beaucoup de choses en Syrie, et Bachar ne peut pas être dans la solution à long terme. Et donc, ce soir François Hollande. Donc la question, tout le problème est le problème de la transition à propos de Bachar. Et on constate aujourd'hui que les Russes, c'est ce que je lis en tous les cas, ont une position qui est une position de défense, n'est-ce pas, de Bachar lui-même, et il n'a pas encore évolué. Il n'a pas encore évolué, mais je crois qu'on évolue progressivement. C'est intéressant. Les Iraniens évoluent. Moi, encore une fois, comment peuvent-ils faire bouger? Non, mais Pierre connaît ça, puisqu'il n'avait pas terminé. Je trouve que c'est beaucoup plus. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment là tout le monde. En quoi l'Iran peut faire basculer Parce que tout le monde, tout le pays à pouvoir fournir des troupes au sol. Ils ont déjà. Damas aujourd'hui va fournir des troupes. Donc, mais Arnaud Danjean, juste la question. Tout le monde aujourd'hui semble redécouvrir le rôle de la Russie. Mais la Russie, en fait, elle n'a pas une stratégie plus élaborée que les autres. Elle a simplement de la constance, ce qui a beaucoup manqué aux autres. Mais sa constance, c'est de dire on soutient Bachar. Donc ils le font en musclant un peu leur dispositif. Mais j'allais dire, il n'y a rien de fondamentalement. Mais c'est pas vrai. Il n'y a rien de fondamentalement nouveau vis-à-vis de la Russie. Le facteur déterminant, encore une fois, c'est l'Iran, à la fois à travers l'accord sur le nucléaire iranien qui a déverrouillé beaucoup de choses, et puis parce que l'Iran, elle, a un discours. Rouhani était en train de parler avant que nous prenions l'antenne. Rouhani, ses allusions sont beaucoup plus subtiles que celles de Poutine, y compris sur le sort de Bachar. Et vous verrez que si une solution se dessine, ça sera l'Iran qui exfiltrera, entre guillemets, Bachar. Parce que c'est cette question qui est posée ce soir. C'est aussi l'Iran qui soutient le plus directement le régime de Bachar. Pierre connaît ça. Je ne veux pas qu'on parle que de l'Iran. Juste une question, et on aura Alexandre. La France dans tout ça, parce que François Hollande ce soir dit Bachar el-Assad, c'est compliqué, on ne peut pas faire travailler les victimes et les bourreaux. Il l'a redit dans sa conférence de presse face aux journalistes en expliquant que Bachar el-Assad était un ennemi. Est-ce que la France va être dans une situation de rétropédalage, va devoir se réadapter, ou elle peut continuer à avoir une double ligne de discours? Bachar est un ennemi, au risque de se mettre les Russes à dos. Non, il y aura une politique de rétropédalage,
Mais vous savez, la position française aujourd'hui, si un jeune Français veut partir en Syrie, il faut qu'il remplisse un QCM d'une extraordinaire complexité. S'il va combattre Assad, il ne faut surtout pas qu'il aille avec Al-Nosra ni avec le Daesh. Puis s'il va combattre Daesh, il ne faut pas qu'il aille avec Al-Nosra. Donc je veux dire, on est dans une situation qui est complètement incompréhensible. Le point qui aujourd'hui se débat à l'ONU et qui me paraît très grave, c'est de penser qu'une coalition militaire, aussi large soit-elle, soit de nature à apporter une solution. Parce que Mais c'était ma question. les seuls pays qui sont absents de la coalition contre Daesh, ce sont les pays du Golfe. Ils ne sont pas là. C'est-à-dire qu'on est en train de se battre, on est en train de refaire une croisade. On fait une croisade. Il y a 400 avions américains, il y a 35 avions français, il y a 35 avions des pays du Golfe, alors qu'il y a 600 avions dans les flottes des pays du Golfe. C'est dérisoire. Par contre, il y en a 150 au Yémen pour taper sur les Houthis. Donc on est dans un système où on fait la guerre à leur place. Et le problème aujourd'hui, c'est que Daesh a pris la légitimité de la défense des sunnites contre l'Arabie saoudite. Et attire les sunnites. Et elle attire les sunnites. Et donc, on ne va pas, avec une coalition militaire, expliquer aux sunnites qu'on rapporte la solution. On n'est pas les chevaliers blancs, on est catholiques, chrétiens, tout ce qu'on est, tout sauf musulmans. Vous en pensez quoi, Patrick Le Yarrick ? À la fois sur cette question qui est fondamentale, effectivement, forme de croisade comme ça, contre presque la vie des peuples, et la France dans tout ça. Elle a encore son mot à dire dans ce dossier, on a l'impression que ça lui passe un peu au-dessus de la tête, là. Je suis d'avis que la coalition militaire ne règle pas, l'expérience le montre, mais le fait qu'on soit en situation de la faire, si c'est sous l'égide de l'ONU, c'est un bon point. Ensuite, ça ne suffit pas, parce qu'après, il faudrait discuter et agir sur les moyens de financement de Daesh, etc. Et puis le développement, puis la reconstruction. Quel effort font les uns les autres ? Viendra peut-être la question des frontières elle-même. La France est un peu à contre-courant et à contre-emploi dans cette affaire. Moi, je trouve elle n'est pas dans un dispositif général où on met au pot commun. On a utilisé un article de la charte dimanche pour justifier des frappes. Justement, on va y venir. Le droit international pour justifier des frappes. C'est plus que discutable tout ça, parce que Arnaud Danjean, juste un petit sujet très court, parce qu'on a préparé justement ce sujet, parce que Patrick Le Yarrick lance une thématique intéressante. On parle de l'ONU, et c'est vrai que beaucoup d'observateurs se sont dit, mais pourquoi ne pas être sous une résolution, sous l'ONU ? Regardez, justement, il existe cet article 51, si je ne m'abuse, qui permet justement à la France de pouvoir, et je vois déjà quelques mous sur ce plateau, regardez le sujet de Marie Labatte, elle nous explique tout. C'est ce qui permet ce soir à la France, aux avions français, de pouvoir frapper en Syrie. Regardez. La légitime défense, voilà la raison invoquée par la France pour justifier les frappes aériennes survenues dimanche dernier sur le sol syrien. C'est le seul moyen trouvé par Paris après le veto de la Russie et de la Chine contre une résolution de l'ONU sur le sujet. Légalement, l'article 51 de la Charte des Nations Unies autorise un État à se défendre en cas d'agression armée. Et pour Paris, c'est officiellement le cas, puisque le groupe Daesh représenterait une menace terroriste pour la population française. La France a frappé ce matin en Syrie. A frappé un camp d'entraînement de ce groupe terroriste Daesh et qui menaçait la sécurité de notre pays. La France a donc le droit d'intervenir jusqu'à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Officieusement, les frappes ont été confirmées par le président François Hollande à la veille de l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU où doivent se rencontrer Vladimir Poutine et Barack Obama. En agissant ainsi, Paris cherche donc à se replacer au cœur de la scène diplomatique et de la nouvelle coalition anti-djihadiste. Voilà l'article 51. C'est vrai que ça avait échappé au grand public, c'est ce petit article dont parlait Patrick Le Yarrick. Qu'est-ce que fait la France ? Qu'est-ce que fait le président ? Il y a une forme de fanfaronnade, on veut exister sur la scène alors qu'on a un peu disparu de la scène ? Le président français, il fait de la com. Et je suis désolé de le dire parce que je suis français et patriote et j'aimerais que mon pays joue un rôle actif et constructif. Aujourd'hui, enfin depuis 2 jours, c'est de la com, c'est de la surcom, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas une vraie action diplomatique concertée, construite, pensée. Hier, c'était la communication sur les frappes, des frappes entre guillemets anecdotiques. Elles ont eu lieu juste avant l'Assemblée générale des Nations Unies pour nous permettre de mettre le pied dans la porte en disant « on existe, si vous parlez du dossier syrien, on est là, d'ailleurs on a frappé, donc on est là, ne nous oubliez pas, parce que tout le monde nous oublie ». Et puis aujourd'hui, c'est une com d'ailleurs assez surréaliste où le président de la République a fait une conférence de presse franco-française avant de faire son discours solennel à la tribune de l'Assemblée générale. Ça, c'est rare. Bon, alors... Pourquoi il le fait ? Parce qu'en tenant une ligne qui est déjà caduque.
La ligne est déjà traditionnelle. C'est quoi? La ligne française C'est qui consiste non à à dire Bachar, non. de faire un préalable du départ de Bachar avant une transition politique, c'est caduc. Il va évoluer ou pas? Est-ce qu'il va rétro-pédaler? Il sera obligé. Parce que cette obsession personnalisée sur le sort de Bachar nous a mis hors jeu. C'est pas du tout que je trouve Bachar sympathique ou qu'il faudra pas s'en passer à un moment ou à un autre. Mais la transition, vous devez faire fi des personnes. Quand vous invoquez le processus, c'était d'ailleurs ce qui était prévu dans Genève 1, qui était en 2012. Et on a perdu 3 ans, en partie, à cause de cette obsession. Jean-Marc Lassablière, juste, et je donne la parole à Pierre Connaissant et Patrick Léric, que j'ai coupé tout à l'heure. Notre stratégie, là, vous qui êtes un diplomate qui observez, la France se trompe de stratégie. Elle va devoir revoir sa position à l'égard de Bachar el-Assad. Oui, je pense qu'elle n'est pas de Bachar, mais sur le dossier, je pense que la France est marginalisée dans ce dossier progressivement. Je pense que l'une des erreurs que nous avons commises, c'est de ne pas avoir un dialogue continu avec les Russes sur ce dossier comme sur d'autres. Et aujourd'hui, on essaye de corriger les choses. J'espère que effectivement, ces frappes nous permettront d'être dans la partie, si vous voulez. Vous avez un langage de diplomate, là, dans la partie. Mais je pense, si vous voulez, moi j'ai toujours été pour une correction dans ce domaine de notre diplomatie. Je voudrais dire à propos de l'Iran que ce qui les intéresse, c'est peut-être davantage que Bachar, c'est les Alaouites et le sort du Hezbollah au Liban. Ça veut dire qu'ils ont des vrais intérêts, n'est-ce pas, dans la région. Bon. Et alors, il faut maintenant, je crois, s'orienter vers un accord. Je crois que ça prendra un peu de temps, malheureusement, parce que les populations souffrent beaucoup sur place, et terriblement. Et les réfugiés arrivent. Terriblement. Mais il faut... Alors, attendez, je donne la parole à Alexandre, parce qu'il est en train de me brûler l'oreillette. Alexandre, c'est une sentinelle qui est une habituée de l'émission, mais je ne vous ai pas oublié, Alexandre, mais le témoignage sur Bangui et cette... Paul syriaque sur son pays était important. Alexandre, on vous écoute. Allez-y, parce qu'on est rentré dans le cœur du débat. La position française, la stratégie française. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, comme citoyen? Oui, moi, il y a deux choses. Bon, d'abord, j'aimerais répondre à monsieur le député républicain sur le plateau qui dit que François Hollande fait de la com alors qu'on est en guerre. Et je ne sais pas s'il est bien responsable pour un député de la République de ne pas prendre position dans ce sens-là. Je trouve que c'est un peu bizarre. Bon, parce qu'on est quand même en guerre, non? Mais après, sur la question, oui, on est en guerre contre le terrorisme, contre Daesh, c'est ça. Hein, ça veut rien dire, la guerre contre le terrorisme, monsieur. La guerre contre le terrorisme, ça veut rien Daesh, dire. En tout cas, ça a vraiment un sens. Quand on dit qu'on part faire la guerre contre le terrorisme et Daesh sont des terroristes, c'est partir faire la guerre quelque part. Oui, comme Bush ou Obama ou tant d'autres, finalement. Comme quand on est allé faire la guerre. Donc on n'a pas le droit, de réfléchir et de critiquer. Fermez le banc. Pardon ? Donc on n'a pas le droit de réfléchir et de critiquer. Fermez le banc. Dès lors qu'il y a un avion français dans le sol, on ferme sa gueule. Et à partir du moment où il y a la guerre, je pense que le peuple aujourd'hui a plus besoin d'être soudé les uns envers les autres avec tout ce qui se passe. Il a peut-être besoin de comprendre pourquoi on lui vend la guerre comme ça. Oui, mais comprendre, ça ne veut pas dire qu'on fait de la com quand on va faire la guerre contre le terrorisme. Bon, Alexandre, je suis pas d'accord avec vous n'étiez pas d'accord. Posez votre question et on va débattre ensuite. Oui, mais moi, ma question, elle est sur la question démocratique, puisque tout à l'heure, j'ai entendu que l'ONU n'avait pas de sens démocratique à démontrer ou quoi que ce soit, mais la charte des droits de l'homme, c'est la démocratie de l'ONU, et c'est ce qu'ils sont censés promouvoir. Donc moi, ma question, c'est aujourd'hui, sur les droits de l'homme, où en est l'ONU? Parce qu'on parle de guerre, on parle de paix, et l'ONU est censée promouvoir la paix. Et pas la guerre. Alors vous nous faites faire un très très grand pas en arrière parce qu'on était sur la Syrie. Alexandre, on va la garder pour la fin de l'émission, puis vous referez une question sur la Syrie. Mais il y a eu un débat quand même d'Alexandre en première partie, Pierre connaît ça. C'est choqué, il faut un élan patriotique, il faut que tous les Français se serrent les coudes, les élus doivent dire le même langage, tenir le même langage. Il exagère ou pas, ce citoyen qui dit la France, elle est engagée contre le terrorisme et tous les Français doivent y aller Non, mais je crois que la remarque d'Arnaud est tout à fait légitime. On ne fait pas la guerre contre le terrorisme. C'est un général américain qui disait ça quand il y a eu le discours de Bush. Il disait c'est comme si on avait décidé de ne faire la guerre qu'aux sous-marins pendant la Seconde Guerre mondiale. Le terrorisme est un moyen d'action, ce n'est pas un ennemi. Et d'ailleurs, les Américains avaient inventé ce concept extraordinaire de la guerre globale contre le terrorisme et la prolifération. C'est la première fois qu'on fait de la guerre contre des concepts. D'habitude, on fait la guerre contre des ennemis. Là, c'était nouveau. Bon. Et donc, sur le fond, c'est pas vrai. On ne fait pas la guerre au terrorisme. On fait la guerre à quelque chose qui doit s'identifier, qui doit être un ennemi. Et encore une fois, faut-il savoir si on doit faire la guerre. Moi, je suis frappé du fait que le nombre de combattants étrangers dans les rangs de Daesh avait été multiplié par 2 en un an. C'est-à-dire que la coalition internationale, dans laquelle, encore une fois, c'est une croisade, elle attire un peu plus elle attire des combattants étrangers. Et donc, on est en train... L'erreur stratégique majeure, ça a été d'aller en Syrie. C'est-à-dire que la moitié de l'Europe n'y est pas.
la moitié de l'Europe ne participe pas à la coalition. Nous, on y est allé pour des raisons tenant à notre place à l'ONU, etc. Mais c'était une erreur stratégique majeure. Et on se menace soi-même. Quand vous voyez sur un site salafiste 2000 morts à Gaza, on fait rien, 4 occidentaux égorgés, on envoie l'armée, vous avez la sensibilité d'une partie de l'opinion publique qui se légitime à employer de la violence ici, puisqu'elle ne peut pas aller la mettre là-bas. Pourquoi cette violence là-bas? Forme de martyr, de victimisation. Vous en pensez Absolument. quoi, Et donc, on n'est pas en guerre. On a décidé que ça ressemblait à une guerre. Ça a beaucoup de goût de guerre, mais ce n'est pas une guerre. On avait pas mal de tweets Hollande gère l'international comme le national, ne pas prendre de décision qui pourrait déplaire à quelqu'un. Alors ça rejoignait un peu l'idée comme ça de la stratégie de François Hollande. On se souvient de François Hollande qui avait été le premier à vouloir attaquer Bachar el-Assad, puis finalement il avait fait un peu machine arrière parce que pas suivi par Obama. Est-ce qu'il faut être tous unis dans un discours des hommes politiques de gauche et de droite sur cette question de Daesh? Ou est-ce qu'il faut être très prudent? Je ne sais pas ce que va titrer demain l'humanité, mais est-ce que cette question, vous allez vous la poser? Est-ce qu'on est parti en guerre ce soir, Patrick Le Yarrick? Ou est-ce qu'on est dans des effets diplomatiques, de négociations longues, de transition politique? Ou est-ce que les Français se disent « mais c'est bientôt la guerre, nos soldats vont partir ». Non, on est rentré dans une nouvelle phase sur ce sujet-là, avec une compréhension, je pense, un peu plus globale, avec les difficultés qui ont été soulevées tout à l'heure, le fait que nous ne parlions pas à la Russie. Parce que Arnaud a dit que la Russie a toujours été dans le coup. Peut-être, mais nous ne parlions pas à la Russie. Il y avait le dossier ukrainien qui pesait. Parce qu'il y avait l'Ukraine, parce qu'il y avait tout un débat autour de l'Ukraine. Cette conférence à Paris sans inviter la Russie et l'Iran, c'était quand même pas mal. C'est vrai aussi. C'était pas mal. Et c'est vrai. Et donc, je pense qu'on est rentré dans une nouvelle phase. Malheureusement, notre pays n'est pas articulé convenablement dans cette nouvelle phase. Maintenant, il faut choisir des modes d'action qui ne soient pas... Moi, je pense que la coalition sous l'égide de l'ONU n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut choisir des modes d'action qui, dès lors qu'elles nous permettent, si elles nous permettent d'éviter la guerre, si elle nous permet d'éviter le déploiement des forces, etc., c'est mieux. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a un autre moyen de faire reculer Daesh et d'éradiquer Daesh? Ça, pour l'instant, moi, je ne peux pas répondre à ça. Arnaud Danjean, en fait, la France bombarde la Syrie pour retrouver une légitimité sur la scène internationale et il y a un point d'interrogation à ce sûr. tweet. Non, mais d'accord. C'est une action. Voilà, c'est une réponse à notre tweetos. Le bombardement sur la Syrie, il n'a aucun effet militaire. C'est un geste diplomatique. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas légitime, mais Mais attendez, il y a eu 2500 frappes américaines en Syrie depuis 1 an. Et ils n'auraient pas vu le camp de l'État islamique. Alors c'est une structure de l'État islamique qu'on a bombardée. J'espère que ça a été très efficace. J'espère que ça apporte quelque chose. Franchement, compte tenu du timing, compte tenu de la façon dont ça a été commenté et annoncé, je note par exemple que dans les 10 pays de la coalition, il n'y a que 10 pays de la coalition qui frappent en Syrie. C'est jamais le président de la République ou le chef de l'État qui commente les frappes. Non. C'est un communiqué laconique du ministère de la Défense ou de l'État-major. Il n'y a que chez nous, on en fait des tonnes. Donc pourquoi? Parce que c'est il veut exister sur la scène. Parce qu'il fallait remettre le pied dans la porte d'une discussion dans laquelle on n'est plus. Parce que nous avons fait une erreur, je pense une ou plusieurs erreurs majeures dans la gestion de ce dossier diplomatiquement, et il fallait retrouver une place à la table. C'est pour ça, je ne dis pas que c'est une erreur, je ne dis pas que c'est aujourd'hui illégitime de la part de François Hollande de le faire. Je pense que c'est une espèce de correctif qu'il essaye de faire par rapport à des erreurs initiales. Maintenant, par rapport à ce que disait votre auditeur, pardonnez-moi, moi, je suis allé sur à peu près tous les théâtres d'opération de l'armée française dans toutes mes capacités depuis à peu près 15 ans. Donc la solidarité avec nos forces armées, je l'ai exprimée autant que vous voulez. C'est pas ça le problème. Évidemment qu'on est tous avec nos forces armées quand elles sont engagées. Le problème, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'on engage nos forces armées en ayant une stratégie derrière? Et aujourd'hui, sur ce sujet-là, on n'a pas de stratégie. Parce que la stratégie qui consiste à dire on fait la guerre à Daesh, permettez-moi de vous dire, c'est pas une stratégie. Parce que dans 20 ans, vous nous réinviterez sur ce plateau et on sera toujours en train de faire la guerre à Daesh. Parce que de la même façon que 15 ans après le début des frappes en Afghanistan et du déploiement massif en Afghanistan, on a toujours les talibans. 15 ans après les frappes contre Al-Qaïda, on a toujours Al-Qaïda. La guerre au terrorisme, ça n'existe pas. On lutte contre le terrorisme parce qu'on est dans les concepts, mais après, quand on fait des guerres, on mène une guerre avec une stratégie politique et diplomatique qui est associée. Aujourd'hui, cette stratégie politique et diplomatique par rapport au chaos syrien et irakien, elle n'existe pas encore. Je me tourne vers le diplomate. Le véritable ennemi Pierre Conessa et Jean-Marc de Sabir. C'est Daesh qui a réduit Al-Qaïda à quasiment rien. Oui, ça a réduit Al-Qaïda. Jean-Marc de Sabir, le diplomate, l'issue dans les jours qui viennent, la session de l'ONU est terminée, les États se rencontrent, il y a quand même la volonté de trouver un remplaçant politique, pour utiliser des mots simples,
à Bachar el-Assad. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il peut partir de lui-même ou est-ce que les Russes, les Iraniens vont le contraindre à quitter le pays? Comment vous envisagez l'avenir dans les mois à venir? Parce que Bachar doit tomber depuis presque 2 ans et qu'il ne se passe rien. D'abord, Bachar, moi je pense, si vous voulez, que les discussions qui ont lieu à l'ONU cette semaine sont certainement utiles. C'est un moment fort et il y a énormément de contacts et les choses ne vont pas évoluer du jour au lendemain, mais ça, je pense que c'est utile. On va probablement s'orienter vers un accord à un moment donné sur ce qu'est cette transition. C'est-à-dire à quel moment est-ce que Bachar partira. Donc il faudra bien qu'on arrive là. Il fera partie du jeu au début, mais on ne peut pas faire ce que disent les Russes. Ça veut dire attendre qu'il y ait des élections un jour. Et oui. Parce qu'à ce moment-là, il faut l'exfiltrer discrètement avec un accord. Non, il faudra. Revenons sur la partie militaire, la partie politique. Moi, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'au sol, ce sont les musulmans, les pays arabes qui doivent régler les problèmes. Très attention, il faut faire très attention. La croisade revisitée. Très attention à la dimension croisée. La croisade 2.0. Je suis très inquiet quand j'entends, ou on laisse entendre que c'est une guerre entre nous et Daesh. Non, alors je suis entièrement d'accord, c'est une guerre de tout le monde, une guerre de coalition, et les Arabes et les pays du Golfe sont partis, ils sont au cœur de ça, parce que c'est eux qui peuvent le régler. Un dernier mot, Jean-Marc de la Sablière. Allez-y, Pierre Conessa, pour clore ce débat. Je voudrais simplement raisonner au niveau de la région. Aujourd'hui, on a 7 pays dans lesquels la guerre sunnite-chiite explose. Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Yémen, le Liban, etc. Bon. Aujourd'hui, vous avez une deuxième crise qui est au Yémen, dans laquelle les forces armées saoudiennes sont largement engagées. Et il y a déjà 350 000 personnes déplacées au Yémen. Ça veut dire qu'après la vague des Afghans, la vague des Irakiens, la vague des Syriens, nous allons avoir la vague des Yéménites, parce qu'ils ne vont pas se réfugier en Arabie Saoudite, tous ces braves gens. Ils vont venir ici. Donc si on n'a pas, vis-à-vis des pays du Golfe, qui sont dans une concurrence vis-à-vis de Daesh, et non pas dans une guerre contre Daesh, si on n'a pas vis-à-vis d'eux un discours diplomatique extrêmement fort, à ce moment-là, on va avoir, nous, les effets de ces guerres-là, dans lesquelles nous n'avons aucun intérêt stratégique. Patrick Le Yarrick, autre volet, autre danger, hein, c'est cette question du bombardement de l'Arabie Saoudite. C'est de nouveaux réfugiés. L'avenir, c'est quoi? Moi, je veux soulever un petit problème d'un pays dont on ne parle pas, c'est le rôle de la Turquie, dont on ne parle pas beaucoup. Alors que les Kurdes, ils sont aux avant-postes du combat pour se défendre et pour faire reculer Daesh, la Turquie joue un rôle extrêmement dangereux puisqu'elle les bombarde, elle les arrête en Turquie même, etc. Et donc il faut que ce pays soit dans la discussion, mais avec des préconisations assez sévères, parce qu'on ne peut pas les laisser faire cela. Double jeu turc. Merci à vous quatre. Je voulais, avant de partir, simplement souligner le dernier livre de Jean-Marc de la Sablière, parce que le précédent était dans le cœur du sujet, les coulisses du monde du Rwanda à la guerre en Irak, et le dernier, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, ambition, limite. Chez Larcier, c'est aussi le résumé, le travail de votre cours, de vos cours qui ont été publiés dans ce livre. Merci à Jean-Marc de la Sablière, merci à Pierre Conessa. Accède à la commission consultative des droits de l'homme. On l'a précisé au début du débat, je l'avais dit. C'est vrai que voilà, je l'avais précisé, c'est important. Merci à Andrew Dangean qui est venu sur ce plateau sans langue de bois et qui nous a parlé sans détour. Merci à vous, députés européens Les Républicains. Merci à Patrick Le Yarrick, député européen communiste. Merci à vous quatre. Et puis je ne sais pas ce que sera la une de l'UMA demain, mais enfin en tout cas on la regardera avec beaucoup d'intérêt. Voilà, vous avez décidé en rentrant après l'émission. Bonne soirée à tous. Merci à Alexandre de son intervention. Merci à Paul qui nous a parlé de Bangui et Centrafrique. Et puis demain on parle de l'agriculture. On revient en France parce qu'il y a un débat ici à l'Assemblée sur l'agriculture, la crise du monde agricole. Est-ce que c'est un modèle à bout de souffle? C'est la question que nous poserons demain soir sur ce plateau. Je serai là. Bonne soirée.